Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique, est Ewen Hubert. Il est référent départemental des jeunes avec Macron en Ille-et-Vilaine. Et il est en direct avec nous ce matin pour parler politique, évidemment. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler du budget, c'est le gros morceau du moment comme l'on dit, avec un budget très contesté à gauche, on pouvait s'y attendre, à droite parfois, mais aussi dans les rangs de ce qui fut la majorité présidentielle. Est-ce que finalement les hausses d'impôts promises, les orientations budgétaires proposées par Michel Barnier ne conviennent pas à la majorité présidentielle ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que ce budget doit être plus restrictif et doit amener à des économies. Mais depuis 2017, entre 2017 et 2019 plus précisément, nous avons fait revenir le déficit en dessous des 3%, qui sont donc les objectifs de l'Union européenne. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons eu des crises successives, le Covid, la guerre en Ukraine, ce qui a créé de l'inflation. On a protégé les Français comme personne ne l'a fait en Europe. Grâce à ces aides, nous avons pu garder une économie forte, on a pu conserver la croissance, tandis que l'Allemagne, par exemple, a fait récession. Une fois qu'on a dit ça, nous avons donc un budget à voter, 60 milliards d'économies à faire, 40 milliards de baisse de dépenses avaient déjà été proposées et des pistes avaient été proposées par Gabriel Attal à Michel Barnier. Le budget aujourd'hui se composerait de 2 tiers d'économie et 1 tiers de recettes fiscales. Sur la fiscalité, il faut bien voir que c'est une solution très court terme, puisque qui dit augmenter la fiscalité dit freiner les investissements. Rappelons que la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe en matière d'investissement étranger. Pour la première fois depuis des années, depuis des décennies, nous réindustrialisons la France et nous créons de l'emploi. Nous sommes à 7%. En 2017, nous étions à 9%. Et il faut préserver cela. Donc, les augmentations d'impôts doivent être modérées, ne doivent pas peser sur les classes moyennes, qui sont la force vive du pays, ces personnes qui travaillent et qui demandent à mieux vivre. Alors néanmoins, Michel Barnier a plutôt, dans son initiative, préféré taxer les hauts revenus. En tout cas, c'est ce qu'il prévoit dans le budget. Et les entreprises qui gagnent beaucoup, donc les grandes entreprises. Là aussi de façon temporaire, ce qui fait un peu grincer les dents aussi de différents parlementaires qui disent, voilà, il faudrait que le temporaire devienne définitif. J'aimerais répondre à ces parlementaires qui sont souvent de la gauche, notamment du PS, les Verts ou LFI, qui ont un problème avec les chiffres. Puisque lorsqu'ils nous parlent de l'impôt sur la fortune, ils nous disent que cela rapporterait 15 milliards. C'est faux. Selon les experts, ça peut être notamment Nicolas Bouzou, par exemple, qui le rappelait, la remise en place de l'ISF rapporterait moins de 3 milliards, aux alentours de 2,3 milliards. Avec des externalités négatives importantes sur l'économie, puisque cela freinerait les investissements, cela freinerait le retour de capitaux étrangers sur notre sol pour justement réindustrialiser. Rappelons que nous avons des enjeux absolument capitaux, absolument essentiels. Aujourd'hui, nous avons la transition écologique à financer, notamment dans le privé. Nous avons la transition vers l'IA. Nous devons investir dans les technologies d'avenir afin de ne pas être déplacés par la Chine. Rappelons que la Chine et les États-Unis sont au cœur de l'IA. Et nous devons, nous aussi, arriver, et il y a notamment des startups sur le quantique qui se développent en France grâce à ces capitaux. Donc ne freinons pas les investissements, ce serait une grave erreur, puisque ces revenus donc, de 2,3 milliards sur les 60 milliards à trouver aurait un impact très court terme, positif, mais un impact moyen-long terme extrêmement négatif.
Alors, on est dans une situation compliquée avec de grandes économies à faire, on l'aura compris, 60 milliards à trouver, et on a l'impression un peu que le gouvernement Barnier fait les fonds de tiroir, si vous me permettez le terme. Il est peut-être un peu trivial, mais voilà, essayer de trouver 10 millions par-ci, 15 millions par-là. Est-ce qu'il ne faut mieux pas avoir une politique d'économie plus globale, plus à long terme finalement, avec une situation héritée quand même? Alors là, on pointe du doigt, on voit depuis quelques jours Michel Barnier pointer du doigt la gestion précédente. Il y a une petite passe d'armes avec Gabriel Attal à ce propos. Est-ce que c'est la faute finalement au précédent ministre des Finances, Bruno Le Maire? Est-ce qu'il a finalement mal géré? Alors, d'abord sur Barnier et ses échanges avec Gabriel Attal, il a dit dans la presse qu'il reconnaissait les efforts faits par Gabriel Attal. Gabriel Attal était Premier ministre, il y a eu la dissolution, et il a eu un temps où il était Premier ministre démissionnaire, avec un gouvernement démissionnaire, qui ne pouvait faire que des propositions pour le futur du gouvernement. Déjà, c'est 40 milliards de propositions. Une fois qu'on a dit ça, il faut, à mon sens, et je ne parlerai qu'en mon nom propre, mais je regrette qu'on n'ait pas de vision plus structurelle sur la dépense publique, avec des coûts plus ciblés, avec, par exemple, des baisses de dépenses, par exemple, sur les ressources humaines disons sur les emplois, qui sont des emplois qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Ça peut être la personne que vous employez pour prendre un dossier, pour le donner à une autre personne, qui récupère le dossier pour le donner à une autre personne. Donc, simplifier l'administration, simplifier la paperasse, finalement, qui coûte de l'argent, et à partir de là, donc, faire des économies. Alors, avec néanmoins une alerte, elle a été donnée par les Français lors des deux scrutins des législatives, des deux votes des législatives, mais aussi des européennes, où on a vu le Rassemblement national monter fortement. Une alerte en disant, voilà, il faut changer le logiciel, il faut changer les choses. Est-ce qu'il faut écouter les Français qui, dans leur quotidien, ont du mal, finalement, et là on est sur un aspect social, qui ont du mal dans leur vie quotidienne à payer leurs charges, tout simplement. On parlera d'électricité tout à l'heure, et aussi dans les campagnes ou dans les villes, à trouver un médecin, à se rendre à l'hôpital parce que les hôpitaux sont saturés et qu'il n'y a pas assez de personnel. Est-ce qu'il faut réfléchir aussi à cet aspect social? On a l'impression qu'il est un peu passé à côté. En tout cas, le budget passe un petit peu à côté. Sur le nombre de médecins, d'abord, nous avons fait sauter le numerus clausus qui bloquait le nombre de médecins. Nous recrutons aujourd'hui beaucoup plus de médecins, nous formons beaucoup plus de médecins. Alors maintenant, ça met du temps à se mettre en place, forcément. Peut-être qu'il faudra une politique qui visera à établir des médecins, notamment des médecins traitants, plus proches des territoires. Personnellement, je viens de la ruralité, dans un petit village. Il n'y a plus de boulangerie dans ce village. Pour aller chez le boulanger, il faut faire 20 minutes de route. Pour aller chez le médecin, il faut également faire 20 minutes de route. Donc, effectivement, il y a un ras-le-bol. Et il faut écouter les Français en apportant des solutions très concrètes. Et notamment sur le local, il y a eu la mise en place des maisons France Service pour simplifier l'administratif, qui sont du coup, des maisons qui sont de proximité. Il y en a dans plusieurs communes, notamment rurales, Saint-Aubin-du-Cormier, à Saint-Malo, du côté de la Bauxerre. Donc, évidemment qu'il faut mettre en place des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus locales, et je pense que le gouvernement doit y travailler. Alors, sur l'hôpital, on entend la colère qui monte également. Il y avait une manifestation le week-end dernier à Carhaix pour le maintien de l'hôpital, pour le maintien des services. Ces hôpitaux en zone rurale ou périurbaine qui sont importants, les maternités également. On a beaucoup entendu parler également de la maternité de Guingamp, par exemple, où aujourd'hui les femmes sont obligées, par exemple, de faire 40-60 km pour pouvoir accoucher. C'est pas acceptable dans un pays comme la France. Oui, effectivement, je partage votre constat. Maintenant, ce sont les structures qui font des choix politiques, disons, pour leur fonctionnement interne.
je vais éviter de trop le commenter puisque je ne suis pas vraiment connaisseur dans ce domaine. Cependant, oui, il y a un problème de proximité et oui, il faut y répondre. Et j'espère que le gouvernement, si ce n'est celui-ci, en tout cas le prochain, y répondra. Alors, on parlera du prochain, peut-être, gouvernement. Je voulais vous entendre aussi sur le volet social. On parlait tout à l'heure des Français qui ont du mal, des Bretons qui ont du mal à boucler les fins de mois. Là, on voit cette hausse sur de la taxe sur l'électricité et avec quasiment tous les groupes politiques à l'Assemblée qui ont décidé de déposer un amendement. C'est maladroit d'augmenter les taxes alors que les Français ont du mal. Clairement. D'autant plus que nous sommes en train de vivre une transition écologique et énergétique majeure. Il y a encore du travail à faire, notamment pour investir dans les véhicules électriques. Il faut que les ménages aient les moyens d'acheter des véhicules à énergie propre. Pour se déplacer, et notamment en ruralité, il faut encourager la R&D, la recherche et développement, pour que les constructeurs aient véritablement une raison finalement d'investir dans ce secteur, faire des véhicules qui soient adaptés à la ruralité, pour faire plus de kilomètres, pour transporter des charges, notamment quand vous allez chercher votre bois pour vous chauffer. Là aussi, il y a un vrai sujet. Donc, augmenter le coût de l'électricité par des taxes n'est pas une solution, et c'est même délétère pour la transition écologique et énergétique. Alors justement, on parle de voitures. Un petit mot, le président de la République était au salon de l'automobile. On a vu les nouvelles automobiles françaises qui font face à une concurrence chinoise importante. Les petites voitures reviennent, la Renault 4, la 4L comme on l'appelait, ou encore la R5 en version électrique. Bon, ça vaut encore cher tout cela. Il faut aussi là mettre des aides en place ou avoir des procédés qui puissent permettre de financer ces voitures pour, par exemple en ruralité et surtout pour les ménages qui en ont le plus besoin souvent, qui ne sont pas forcément des ménages très argentés. Oui, évidemment, et notamment la mise en place du leasing qui a permis à un grand nombre de ménages de pouvoir acquérir ou en tout cas utiliser un véhicule électrique. Il faut aussi rappeler que nous sommes en train d'industrialiser en France le secteur automobile. Ce qu'il faut, c'est que les entreprises puissent véritablement avoir la main sur leur chaîne de valeur. C'est-à-dire avoir la main de la récupération des matières premières, qui sont pour la plupart détenues aujourd'hui par la Chine. La main sur la création de valeur, la fabrication, l'assemblage. Et donc, ces éléments-là doivent être réindustrialisés afin que nous puissions établir des normes. Et d'ailleurs, nous avons déjà des normes, mais qu'elles soient applicables et éviter tout ce qui est dumping, finalement, de certains États, et notamment de la Chine, avec le miracle chinois, son triple dumping social, écologique, financier. Et donc, par là même, assurer notre souveraineté, puisque c'est de cela dont il est question. Avec des emplois à la clé, on imagine, par exemple, dans la région rennaise, la Jeannet, le site de la Jeannet, on fabrique là aussi des automobiles qui est garanti, nous dit-on, jusqu'à 2030. Il va falloir être prudent sur le risque de désindustrialisation, justement, si demain des pays comme la Chine venaient à nous inonder avec leurs voitures. Alors, la Chine a déjà une stratégie de pénétration du marché européen. Et il faut voir que si nous voulons rester compétitifs, parce que le consommateur, au bout du compte, ce qu'il va regarder, c'est l'indicateur prix. Au bout du compte, ce qu'il faut, c'est que le consommateur ait le choix entre le véhicule français et le véhicule chinois. Le véhicule chinois est moins cher. Pourquoi est-ce qu'il est moins cher ? Parce que les normes sociales ne sont pas respectées, parce que les normes environnementales le sont encore moins, et qu'ils produisent donc à moindre coût. Nous devons, en Européens, en France, produire avec des métiers à plus forte valeur ajoutée et apporter vraiment une valeur ajoutée au produit tout en le gardant abordable. À travers le leasing notamment, mais ça passe aussi par des politiques européennes. Il y a aujourd'hui des taxes à la frontière européenne et il doit y avoir plus de mesures européennes pour développer cela.
Alors, il y a aussi actuellement une grande inquiétude autour du Doliprane, ce fameux médicament que l'on prend assez facilement quand on a un petit peu mal à la tête ou des douleurs parce qu'on a été faire un peu de sport. Le Doliprane pourrait devenir américain. En tout cas, la filiale de Sanofi qui le fabrique pourrait devenir américaine. Il y a une levée de bouclier, évidemment, pour garder ce médicament français alors qu'on fait face aujourd'hui, dans certains domaines, à des pénuries de médicaments. Est-ce que là aussi, on pourrait entendre le gouvernement de manière plus ferme sur le sujet? Pourquoi pas le président de la République qui ne s'est pas exprimé, en tout cas pas beaucoup sur le sujet? Alors, sur ce sujet, ce qu'il faut voir, c'est que Sanofi a une stratégie qui lui est propre d'entreprise que je n'ai pas eu l'occasion de creuser, mais récupérer ses capitaux étrangers va lui permettre de réinvestir dans sa stratégie et dans son portefeuille de produits. Il n'y a pas que le Doliprane qui est vendu, mais il faut bien voir que déjà Sanofi restera dans le capital et aura donc son mot à dire. Il faut aussi voir que la société, le fonds qui rachète les parts du Doliprane est en France depuis 1970 environ. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de perte d'emploi significative ou de désindustrialisation significative. Je pense donc qu'il faut faire confiance aux acteurs privés. Encore une fois, je n'engage pas le mouvement, mais à mon sens, il faut faire confiance aux acteurs privés, il faut faire confiance à Sanofi, toujours garder un contrôle, un regard, parce que la confiance n'empêche pas le fait qu'on doive contrôler. Et donc, faire en sorte qu'on garde en France de quoi produire, mais sinon, au niveau du capital à proprement parler, si Sanofi en garde une partie, ça ne pose pas particulièrement de problème, tant que le fonds qui rachète garde des engagements clairs, précis, et qui permettront à la France de garder cet atout. Alors, un petit mot aussi on parlait tout à l'heure du budget, on y revient une petite seconde, car il y a une petite information qui est passée peut-être un peu sous les radars, mais qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Ils réagissent beaucoup, les réseaux sociaux, en ce moment. Cette augmentation possible du budget de l'Élysée et du Sénat, alors qu'on demande aux Français de se serrer un petit peu la ceinture, il faut bien dire le mot. Là aussi, c'est une maladresse. Alors, déjà, je tiens à saluer le travail de nos sénateurs, des assistants parlementaires et l'ensemble du personnel qui travaille d'arrache-pied et qui ne compte pas ses heures. Maintenant, il y a le sujet de l'exemplarité. Le Sénat a la main sur son propre budget. Je laisse aux sénateurs et à l'administration le soin de faire ce qui semble le plus juste et le plus équitable vis-à-vis du reste de la population qui va devoir se serrer la ceinture. Et sur le budget de l'Élysée qui va être augmenté de 3 millions, je crois, d'euros, là aussi c'est un petit côté choquant quand même, quand des Français doivent se priver. Oui, après 3 millions d'euros, ça reste à relativiser. Mais pareillement que pour le Sénat, j'appellerais à ce que tout un chacun garde un cadre et fasse ce qui lui paraisse juste tout en restant équitable vis-à-vis du reste de la population. Alors toujours sur le budget, il y a le budget de la justice et on a entendu Didier Migaud, le garde des Sceaux, menacer de claquer la porte s'il n'obtenait pas le budget qu'il souhaite pour faire fonctionner la justice. Premier couac, on pourrait le dire comme ça? Pour rappel, depuis 2017, nous ne faisons qu'augmenter le budget de la justice, qui a été doublé, me semble-t-il. Donc là-dessus, nous rattrapons un retard afin que la justice puisse agir mieux. Maintenant, si jamais s'il réclame des augmentations du budget, quelque part, moi, ça ne me choque pas, puisque nous avons besoin de plus de magistrats, plus d'avocats, plus de services pour pouvoir gérer le flux ininterrompu de procès, de jugements. Nous devons faire en sorte que cela soit le plus fluide possible pour protéger nos citoyens. Et c'est l'une des priorités des Français, la sécurité.
Alors la sécurité est au cœur aussi de la réflexion dans des villes comme Rennes, par exemple, où l'on voit le trafic de drogue gangréner les rues. C'est le cas d'autres villes, évidemment. Est-ce que là aussi, il faudra, en termes de sécurité, être beaucoup plus coercitif, être peut-être plus ferme sur certaines prises de position de la justice, par exemple? Alors ça, ce n'est pas à moi de le dire. Ce que je peux dire, c'est que je regrette toutes ces actes de violence, tous ces actes de vandalisme, tout le trafic qui se met en place. Vous avez parlé de Rennes, mais il n'y a pas que Rennes. Y compris dans nos communes les plus rurales, le trafic s'installe puisque les trafiquants quittent les métropoles pour venir dans les campagnes et dealer en campagne. Voilà, il ne s'agissait pas de stigmatiser Rennes, évidemment. Oui, évidemment. Voilà, là c'est l'exemple parce que dans l'actualité, on le voit ces derniers jours, il y a plusieurs faits. Il y a également la loi immigration. Alors, on décorrèle les deux sujets, mais la loi immigration, une nouvelle loi, encore une, allais-je dire. Est-ce que c'est utile ou est-ce que voilà, c'est une énième loi d'immigration, bien qu'on a entendu Ursula von der Leyen au niveau de l'Europe demander aussi une loi immigration européenne. Voilà, il semblerait que l'Europe se mette au diapason de la France ou la France au diapason de l'Europe. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi finalement ? Il faut rappeler qu'au niveau européen, nous avons mis en place le pacte asile-immigration qui permet justement aux pays qui accueillent des migrants de le faire mieux et aux pays qui n'en accueillent pas de contribuer à l'effort européen, tout en gardant une certaine flexibilité et en renforçant les contrôles. Sur ce qui concerne la France et une nouvelle loi immigration, j'ai envie de dire pourquoi faire. La dernière loi immigration, la loi Darmanin, a été votée il n'y a pas si longtemps que ça, et certains décrets d'application ne sont pas encore appliqués. Donc, pourquoi refaire une loi sur une loi qui n'a pas encore été appliquée et dont on n'a pas encore vu les résultats ? Michel Barnier avait dit qu'il voulait moins d'effets d'annonce et plus d'action. Eh bien, M. Retailleau fait tout le contraire. Un mot aussi sur les collectivités territoriales. On en parle beaucoup. Je ne voulais pas terminer cette interview sans en parler. Aujourd'hui, les collectivités territoriales alertent en termes budgétaires. Elles aussi, elles ont du mal à faire face à leur mission parce que on leur en demande toujours un peu plus, mais avec moins de moyens. Est-ce qu'il faut aller vers une plus grande décentralisation, vers une autonomie des régions, et on pense fortement évidemment à la Bretagne, pour permettre aux collectivités locales finalement de mieux cibler ce qu'il y a à faire sur le terrain, avec les élus du terrain? Faut-il décentraliser? Ma réponse est oui. Faut-il l'autonomie? Je ne pense pas, puisque aujourd'hui ce n'est pas le sujet. En fait, ce n'est ni le sujet, ni forcément ce qui fera baisser les coûts. Et en ce qui concerne les collectivités locales, leurs principaux postes de dépenses concernent les dépenses en ressources humaines. Donc là aussi, il y aura sans doute un travail à faire pour que, comme dans l'hôpital d'ailleurs, les personnes qui sont payées pour faire de l'administratif, prendre un dossier, le donner à quelqu'un d'autre, qui le prend, qui le donne à quelqu'un d'autre, soient formées pour aller sur le terrain. Nous sommes en manque de personnel de terrain. Donc pourquoi ne pas réaffecter ces dépenses ? Alors, sur les collectivités, il y a aussi toutes les missions qui sont déléguées de plus en plus par l'État aux collectivités, mais sans les moyens qui vont avec, finalement. C'est ce qu'elle reproche à l'État. Alors déjà, il faut que les moyens suivent, évidemment. Il faut voir aussi que les collectivités prennent une part importante dans l'augmentation des charges pour l'État. Et quand elles nous disent qu'en vérité, elles n'ont pas de déficit, mais puisque c'est l'État qui subventionne... Elles ne peuvent pas en avoir, finalement. Elles ne peuvent pas en avoir. Mais puisque c'est l'État qui subventionne et que le reste est souvent de la dette ou de l'autofinancement, eh bien forcément, ça a un coût pour l'État. Et c'est là où on voit que finalement, il y a une dissonance. Voilà, on a entendu un petit bruit dans le studio qui n'a rien à voir, c'était extérieur, je rassure les auditeurs. Justement, les collectivités territoriales aujourd'hui, elles donnent elles aident des associations, elles aident différentes structures. Alors, je dis les associations parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui avec Diwan, l'école en langue bretonne, l'école immersive en langue bretonne, qui fait face à des difficultés. Alors, on a vu les départements bretons apporter leur contribution, on a vu la région également apporter sa contribution.
associations. C'est une école culturelle inscrite dans le, j'allais presque dire dans l'ADN breton. Est-ce qu'il faut changer le modèle à ce niveau-là également? D'un point de vue plus large sur les associations, il faut évidemment des subventions pour les faire tourner. Il faut des subventions parce que c'est par ces associations, et notamment certaines, comme les réseaux pour faire du financement de prêts d'honneur, pour créer des entrepreneurs, pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi, il faut évidemment les soutenir. Quant au réseau D1, je suis un soutien évidemment de la langue bretonne. C'est un réseau qui est cher à la Bretagne. Je salue les subventions. Maintenant, j'appellerai le réseau à travailler pour, disons, éviter que cela se reproduise. C'est de la ressource financière, donc je ne sais pas comment c'est géré. Je ne voudrais pas être moralisateur, mais il faudra sans doute qu'il regarde là-dessus du plus près. Et sur le point de vue culturel, j'ai envie de dire, quid du gallo, la langue de Haute-Bretagne. Il faut également faire en sorte que le budget de la région soit équilibré entre les deux langues pour que les deux aient les mêmes moyens pour affirmer leur existence. Et je rappellerai aussi qu'il faudra sans doute que la loi NOTRe soit respectée avec les limitations entre l'influence bretonne et l'influence calaisante. Alors, un petit mot sur la culture. Et là, on va faire un petit peu de, allez, j'allais dire de corporatisme. On a vu depuis quelques jours fleurir sur les réseaux sociaux ces alertes provenant du secteur des radios associatives. Bretagne 5 en fait partie et prend part évidemment à ces alertes. Le gouvernement va tailler dans les budgets de la culture et particulièrement dans un budget qui intéresse les radios associatives, le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui pourrait être amputé de 10 à 12 millions d'euros, ce qui risquerait à terme de voir la disparition de radios associatives qui sont peut-être plus fragiles que les autres. Voilà, il y a urgence à nous protéger, nous les radios associatives qui faisons le travail que vous connaissez sur le terrain. Évidemment, surtout que vos radios sont, enfin les radios associatives, là je parle de vous puisque on connaît votre radio partout en Bretagne, parce que vous êtes aussi une porte d'entrée pour les militants, pour ceux qui veulent s'investir en politique, pour ceux qui veulent parler de leur quotidien, pour ceux qui veulent apporter des choses finalement à la société. C'est une belle porte d'entrée justement pour partager. Et évidemment, en plus c'est de l'emploi. Alors il faut protéger ces radios associatives. Et j'ose espérer que le budget évitera de couper. Voilà, eh bien écoutez, on va essayer aussi, parce qu'après, si on coupe le budget, on peut être amené aussi à couper le micro, ce serait quand même dommageable pour les auditeurs. Voilà, je voulais vous entendre sur ce sujet ce matin. Ewan Hubert, référent départemental des jeunes avec Macron en Ille-et-Vilaine, vous étiez notre invité politique, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous également. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.